Parfait. Elle est géniale. Bon, bah déjà merci d'être là aujourd'hui avec nous pour cette conférence. Où du coup le but c'est d'avoir aussi l'expertise, votre retour d'expérience métier, donner quelques tips et puis faire découvrir l'envergure aussi de l'asset management. Il y aura une partie sur la copropriété aussi avec Jean-Baptiste, mais d'être du coup dans cette dimension-là et pouvoir donner des conseils à nos étudiants qui sont, pour rappel, tous en alternance qui suivent. Donc, cette conférence est ouverte pour tous, BTS, bachelor ou master, mais qui suivent notre parcours. Voilà, donc je vous laisse la parole. Puis après, on aura un petit temps de questions si besoin, d'échange. Super. Jean-Baptiste, je te laisse peut-être introduire un peu les différents Ouais, sujets qu'on va aborder tous ensemble. tout à fait. Eh ben, déjà, on voulait commencer par vous remercier de vous rendre disponible à midi et demi pour suivre cette conférence avec nous. On espère que ça va vous plaire. Et pour donner un cadre, nous, on n'est pas là du tout aujourd'hui pour vous faire un cours. C'est vraiment un retour d'expérience en fonction de nos spécialités. On est là pour vous faire découvrir de nombreux métiers dans l'immobilier qui ne sont pas forcément connus quand on débute dans l'immobilier. Et c'est l'objectif d'aujourd'hui. Donc, pour vous présenter tout ça, en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter nos parcours depuis qu'on a commencé l'immobilier jusqu'à ce qu'on fait aujourd'hui. Dans un second plan, on va vous présenter nos spécialités, qui sont en l'occurrence pour Paul le financement en immobilier et pour moi la copropriété. À l'intérieur de ces deux premiers points, on présentera tous les métiers par lesquels on est passé durant nos parcours. En troisième partie, on vous donnera quelques tips que nous, on a pu retenir ou découvrir justement durant nos expériences. On fera ensuite une partie questions-réponses où on compte sur vous pour être bien dynamique. Et ensuite, on conclura très rapidement le sujet. Je laisse maintenant la parole à Paul concernant son parcours. Merci Jean-Baptiste pour cette belle introduction. Donc, vous verrez le but qu'on vous présente nos parcours, c'est de vous montrer qu'il n'y a pas de bon ou mauvais parcours. Chacun a son parcours, chacun a son expérience. Et on peut très bien arriver aujourd'hui sur un marché du travail avec un bagage qui peut être totalement différent de quelqu'un d'autre, mais avoir aujourd'hui la même valeur sur le marché du travail. C'est ce qui est le plus important. Donc moi, j'ai obtenu un bac STMG, donc, que j'ai fait au lycée. Et ensuite, je me suis tout de suite intéressé à l'immobilier. Donc j'ai tout de suite enchaîné, comme vous, par un BTS immobilier en alternance, donc, que j'ai fait au CEFLU, qui est une école parisienne d'immobilier. Et moi, j'ai commencé, alors c'est assez rare en BTS, mais j'ai commencé mon alternance dans la copropriété. Généralement, en BTS, on est beaucoup plus sur de la transaction ou de la gestion loc. Ce sont les deux secteurs qui sont les plus présents en alternance. Moi, j'ai opté pour la copropriété et j'étais assistant gestionnaire. Et donc, j'assistais le gestionnaire sur un portefeuille à peu près une quarantaine d'immeubles qu'on avait à Paris, notamment du côté de République. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Ensuite, j'ai obtenu mon diplôme, mon BTS, et j'ai enchaîné tout de suite sur un bachelor immobilier, donc que j'ai fait à Financial Business School, qui est une école de finance parisienne, comme il y en a aussi pas mal sur le marché. Et cette fois-ci, j'ai passé le cap, je suis passé gestionnaire junior copropriété, donc je suis toujours resté dans la même branche, mais pour pouvoir affiner, perfectionner mes compétences sur ce secteur-là et vraiment avoir mon portefeuille dédié à moi. Et j'avais une quinzaine d'immeubles à gérer dans le 16e arrondissement de Paris. Je ne vous cache pas que c'était une année complexe parce que avoir son propre portefeuille en étant alternant, c'est pas toujours simple. Donc c'était beaucoup de travail. Mais voilà, derrière, c'était aussi une année où j'ai appris énormément. J'ai appris niveau organisation, car il faut être extrêmement organisé quand on travaille dans la copropriété, aussi niveau rigueur, car le public, les clients du 16e arrondissement sont un petit peu exigeants. Alors pour ceux qui ne sont pas de Paris, le 16e, c'est un petit peu le quartier, l'arrondissement UP de Paris, hein. C'est là où beaucoup de personnes résident. Donc voilà, c'est un peu le quartier un peu plus riche de Paris. Donc les gens sont extrêmement exigeants. Et donc c'était pas toujours simple en alternance, mais voilà, je me suis beaucoup amélioré au niveau organisation et surtout au niveau rigueur de travail. Donc une fois que j'ai fait ces 3 années-là, donc en copropriété, j'ai enchaîné sur un master 1 en gestion de patrimoine et immobilier, toujours à Financia. C'est d'ailleurs cette année-là où on s'est rejoint avec Jean-Baptiste en master. Tout à fait. Donc, on s'est rencontrés indirectement cette année-là. Et pour vous faire assez simple, la gestion de patrimoine, si vous voulez, c'est
un conseiller qui va venir améliorer la situation, conseiller la situation d'un client, que ce soit pour de l'investissement immobilier, que ce soit pour des conseils en action, que ce soit des conseils sur des contrats de mariage, que ce soit des conseils sur la transmission, sur la succession, vraiment toute la partie patrimoniale du propriétaire, du client. Nous, vraiment, on vient l'accompagner pour essayer d'améliorer sa situation. Et cette fois-ci, j'ai intégré donc l'agence Simpleo, qui est un cabinet donc, de gestion de patrimoine spécialisé sur l'immobilier. C'est notamment là où j'ai commencé mes armes sur le financement. Et on avait différentes casquettes. Donc la première, c'était celle de courtier, donc qui était sur les montages de prêts immobiliers, donc conseiller les clients en termes d'apport, en termes de durée, en termes de conditions pour avoir un crédit. On les conseillait aussi sur un aspect défiscalisation, donc que ce soit de l'investissement en Pinel notamment, est-ce qu'on achète via une SCI, est-ce qu'on achète en nom propre. Donc beaucoup d'accompagnement sur ça durant ma première année et la deuxième année où j'ai fait du coup un Master 2 en immobilier international. Je suis toujours resté chez Simpleo, mais cette fois-ci, j'accompagnais les clients plutôt entreprises. Donc c'était une autre lecture, une autre approche, c'était lecture de bilan comptable de société. Donc c'était une autre approche qui est aussi tout aussi intéressante. Et durant cette année-là de master, où cette fois-ci j'étais dans la même classe que Jean-Baptiste, on a vu différents secteurs, notamment l'immobilier international, que ce soit au Luxembourg, en Suisse, aux États-Unis, les différentes zones, etc., et les différents critères pour acheter à l'étranger. Donc, c'est ce qu'on a vu durant cette année-là. Donc, voilà un peu pour mon parcours scolaire et niveau alternance. Donc, j'ai fait mes 5 ans en alternance. Donc, on a été diplômé en juillet 2022, à force déjà. Après, donc, je me suis pris un bon mois de vacances parce que c'est important aussi, après 5 ans d'alternance et d'école, de se reposer un peu. Et j'ai intégré à la rentrée, donc en septembre, j'ai intégré le groupe Pierre et Vacances Center Parks. Donc je pense que tout le monde connaît le groupe Pierre et Vacances Center Parks. Et je suis rentré sur le pôle Asset Management. Donc je vais vous l'expliquer un peu après qu'est-ce que l'asset management. Je vais vous détailler ça. Et donc j'étais donc pendant 6 mois chez Pierre et Vacances Center Parks. Et ensuite, j'ai été contacté par la Poste Immobilier, donc qui est une filiale du groupe La Poste, donc qui s'occupe de gérer tous les biens immobiliers qu'a La Poste. Et vous verrez, ils en ont énormément. Et donc j'ai intégré pendant 6 mois, donc j'ai signé pour un CDD. Donc oui, j'ai quitté un CDI pour un CDD. C'est assez rare dans ce sens-là, mais il faut aussi prendre des risques, c'est important. Et j'ai atterri donc en mars, j'ai atterri à Lille pour 6 mois dans lequel j'étais asset manager. Alors, qu'est-ce que l'asset management? C'est une bonne question. C'est un secteur qui n'est pas très, si ce n'est pas du tout connu. Généralement, quand on rentre en BTS, c'est des métiers qui nous paraissent tellement loin et tellement abstraits qu'on a du mal à le palper. C'est très complexe. L'asset management, pour faire très simple, c'est de la gestion d'actifs immobiliers. Je prends un exemple, mon cas concret. J'étais à la Poste Immobilier, moi je m'occupais de la région Picardie, donc qui est une très grande région, et la Poste, ils ont différents actifs. Ils ont tous les bureaux de poste que vous connaissez, donc dans toutes les villes et villages, il y a un bureau de poste, donc il faut les gérer. Ils ont aussi de nombreux entrepôts logistiques, où arrive le courrier, les colis qu'il faut traiter aussi, et ils ont aussi beaucoup de logements. Et tout ça, c'est une question que se posent les grosses boîtes, hein. Maintenant, c'est un métier assez jeune, hein, l'asset management, c'est à peu près une vingtaine d'années. Ça commence à arriver en France et à se développer. Tous les gros groupes commencent à en avoir. Et du coup, ils se posent la question d'une gestion patrimoniale et financière de tous ces actifs. Qu'est-ce qu'on en fait? Et l'asset, lui, son rôle, c'est d'arbitrer, de prendre des décisions sur le futur de ces actifs. Par exemple, je vais vous prendre un exemple très concret. À l'époque, à la Poste, ce qu'on appelle les receveurs, donc c'est les personnes qui recevaient le courrier, avaient au-dessus des bureaux de poste, donc où vous pouvez aller déposer vos courriers, il y avait un logement qui était dédié au receveur. Donc c'est là où il habitait. Avec les coutumes et au fur et à mesure du temps, les receveurs du coup n'habitaient plus sur place et du coup la Poste s'est retrouvée avec de nombreux logements sur les bras et à ne plus savoir quoi en faire. Et du coup, l'asset, lui, il va venir arbitrer, prendre des décisions. Alors, je vous épargne tous les détails parce qu'il y a beaucoup de calculs, ce qu'on appelle des cash flows, beaucoup de calculs de rentabilité qui sont sur des tableaux Excel qui sont un peu poussés et c'est pas le sujet de la conférence aujourd'hui. Mais du coup, l'asset, il va venir prendre des décisions pour arbitrer, pour prendre
des décisions sur qu'est-ce qu'on fait ou pas de ces actifs. Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les vend? Est-ce qu'on les rénove? Est-ce qu'on les loue? Est-ce qu'ils sont loués à la valeur de marché? Est-ce qu'ils sont peut-être loués trop cher? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des travaux? Parce que comme vous le savez, maintenant, les logements avec un DPE qui sera extrêmement bas, on ne pourra plus les louer. Donc, est-ce que c'est assez rentable finalement de faire des travaux et de louer l'actif par la suite? L'asset, en général, il fait des prévisions sur 10-15 ans, c'est vraiment sur le long terme. On voit ça vraiment les choses assez loin. Et du coup, l'asset, il vient arbitrer, optimiser le patrimoine d'une entreprise. Bien sûr, il n'est pas tout seul pour faire tout ça. Il est accompagné donc notamment des property managers qui, eux, ont en plus un aspect technique. C'est un peu ceux qui sont sur site, donc ceux qui ont vraiment la vision très précise de l'actif. Il y a aussi toute une équipe juridique qui est là. Il y a une équipe aussi analyste. On le verra, Jean-Baptiste vous fera un point sur ce point-là, sur l'analyste. Donc voilà un petit peu le métier d'asset. On pourra en revenir si vous avez des questions peut-être sur ce métier-là. En parallèle de ça, j'ai rejoint, alors je ne sais pas s'il y en a là, je crois qu'il y en a, mais j'ai rejoint l'équipe subtertiaire de Lille, donc l'année dernière à l'ouverture du campus. Donc j'interviens moi sur le module financement immobilier, comme c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans en master. Donc je viens donner des cours sur ce module-là. J'ai aussi depuis septembre pris une classe de BTS à Paris, une classe de master aussi et une classe de bachelor. Donc voilà, je suis aussi intervenant donc à subtertiaire à Lille et à Paris. On donne aussi avec Jean-Baptiste des conférences. Donc là, c'est la première qu'on fait au niveau national. Donc on le faisait au début notamment à Paris. Donc grâce à Pascaline qui est présente maintenant, vous avez la chance de pouvoir tous en bénéficier. Et donc depuis que je suis revenu de Paris, pour vous parler un peu plus de ma situation actuelle, donc depuis que je suis revenu à Paris, donc je suis toujours intervenant chez Subtertiaire. J'ai repris aussi la gestion d'un portefeuille de copropriété. Donc vous voyez, je reviens finalement un peu à mes premiers amours qu'est la copropriété, donc notamment à Boulogne. Donc j'ai à peu près 45 immeubles en gestion. Et moi, ma mission, c'est de plutôt apporter une gestion patrimoniale à mes propriétaires, les accompagner sur des investissements, sur des conseils, sur de l'assurance, vraiment faire la partie copropriété, mais aussi créer une vraie relation patrimoniale. Et je suis aussi également apporteur d'affaires pour différents cabinets avec qui je travaille. Donc, moi, vous voyez, j'ai un parcours assez linéaire, hein. J'ai tout de suite enchaîné après le bac. Donc, j'ai eu la chance, si vous voulez, de finir mes études à 23 ans. Donc, j'ai eu mon master à 23 ans. J'ai eu la chance, entre guillemets, de ne pas me perdre. Mais on va voir maintenant avec le parcours de Jean-Baptiste, qui est un peu différent du mien. Et aujourd'hui, lui aussi a ses expériences. Mais aujourd'hui, sur le marché du travail, on a exactement la même valeur. Et chacun a ses expériences. Et c'est aussi tout aussi bien. Jean-Baptiste, je te redonne la main et je Ouais, te laisse te présenter aussi. bien sûr. Moi, j'ai une première question, Paul. Est-ce que tu pourrais nous Bien expliquer sûr. brièvement, durant tout ton parcours, comment tu as fait pour trouver tes alternances? Est-ce que tu es allé C'est, directement dans les cabinets? Est-ce que tu as posé beaucoup de CV? Est-ce que tu es passé par les plateformes? Comment tu as réussi c'est, à jongler c'est, justement entre ces différents métiers tout au long de ta scolarité? C'est une très très bonne question. C'était assez complexe, hein. On était à votre place il n'y a pas si longtemps, notamment en BTS, quand on débute dans ce secteur-là, c'est très complexe d'avoir une entreprise, d'avoir une alternance, car on n'a pas de réseau. On débute, donc on est néophyte, on n'y connaît rien, ce qui est tout à fait normal. Et moi, je me souviens que pour en BTS, la première année, c'est je suis allé toquer aux portes. J'y suis allé physiquement, ça a toujours une plus-value d'y aller physiquement. Il y a aussi de nombreux sites où on peut postuler, que ce soit Indeed, Monster, etc. Et surtout, le plus important, c'est votre réseau LinkedIn. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est vraiment votre CV. C'est vraiment l'endroit où tout se passe. Moi, une fois que je suis rentré dans ce milieu-là d'immobilier en BTS, toutes mes expériences, je les ai trouvées via LinkedIn. Car c'est un énorme vivier d'immobilier. Il faut vous créer votre réseau, c'est super important. Donc, quand on débute, évidemment, il faut déposer des CV, il faut appeler, il faut y aller physiquement. Je sais que c'est pas toujours simple, ça peut être fastidieux, même compliqué, de se prendre aussi des refus, des rejets, mais il faut persévérer, il faut y aller, c'est super important. Et une fois que vous êtes rentré dans le moule, vraiment développer votre réseau, votre LinkedIn, vos connaissances et n'hésitez pas à demander, à vous faire recommander aussi. Aujourd'hui, on est dans un milieu où la recommandation, alors à tort ou à raison, je ne sais pas, mais extrêmement présente. Donc, n'hésitez pas aussi à faire jouer votre réseau. Donc, au début, c'était compliqué. Mais voilà, il faut y aller, il faut déposer des CV le plus possible. C'est compliqué, mais la persévérance a fini par payer. Exactement, tout à fait. J'ajouterais même une chose, pour vous donner un exemple.
on a une connaissance en commun avec Paul, qui aujourd'hui est en train de travailler aux États-Unis en tant qu'asset manager. Lui nous racontait la semaine dernière qu'entre mi-juillet et mi-septembre, il a posé, attendez, est-ce que vous êtes prêts, à 500 CV. Il a posé exactement 500 CV, il a fait 80 entretiens, il avait complètement perdu espoir et c'est au dernier moment finalement qu'il a trouvé. Donc ne soyez pas abattus par le nombre de démarches que vous effectuez, gardez espoir et vous verrez que ça finit toujours par payer. La preuve sur le parcours de Paul, la preuve avec l'exemple que je vous évoque et la preuve avec le parcours que je vais vous présenter qui est le mien suivant. Exactement. Alors, comme le disait Paul, moi j'ai pas un parcours linéaire, dans le sens où j'ai pas fait de l'immobilier tout de suite, j'ai eu quelques expériences professionnelles ou scolaires au préalable. Donc en 2014, j'obtiens mon bac ES, qui n'existe plus aujourd'hui mais qui est à dominante économique et sociale, à Bordeaux. J'ai enchaîné tout de suite sur une licence AES, comme on dit, c'est Administration économique et sociale, à Bordeaux aussi. Et c'est vraiment le schéma type de la continuité de ce qu'on pouvait faire au niveau du bac économique et social. J'y suis resté 2 ans. Pour ne rien vous cacher, je ne trouvais pas mes repères dans ce format-là. Le format fac ne convenait pas. J'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus professionnalisant, de plus concret, et surtout quelque chose que je pouvais appliquer tout de suite dans un métier dans lequel je me projetais. Du coup, au bout de ces 2 ans, j'ai arrêté la fac en ayant obtenu ma première année quand même, ce qui m'a aidé ensuite à embrayer sur la suite. Mais je ne savais pas quoi faire concrètement en sortant de ma licence. J'avais besoin de me poser, de trouver vraiment la voie dans laquelle je souhaitais œuvrer. Et du coup, je ne vous le cache pas complètement par hasard, j'ai postulé, parce que je postulais à tous les métiers que je trouvais justement sur les divers réseaux ou plateformes qu'évoquait Paul tout à l'heure. Et j'ai fini par signer chez Foncia. Je pense que vous connaissez à peu près tous Foncia, qui est leader européen de l'administration de biens. Et j'ai commencé en tant que gestionnaire locatif, assistant de gestion locative. À Bordeaux, on gérait à peu près 600 lots qui étaient généralement dans Bordeaux et aussi dans les périphéries de Bordeaux. Super expérience, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier. La gestion, pour moi, surtout locative, c'est un peu la base. Parce que que vous fassiez de la transaction, de la copropriété ou de l'investissement ou quoi que ce soit d'autre, si vous ne savez pas comment est géré un appartement, si vous ne savez pas quelle est la fiscalité qui s'y applique, si vous ne savez pas quelles sont les valeurs de marché, ça va être compliqué de vous projeter convenablement dans des réflexions immobilières si vous n'avez pas un minimum de base sur ce sujet-là. Donc j'ai fait ça pendant à peu près 2 ans, 1 mois et 9 mois pour être très précis. Et ça m'a plu et surtout je me suis rendu compte que l'immobilier, il y avait beaucoup de métiers. J'avais un peu cette image de l'immobilier, c'est Stéphane Plaza qui fait de la transaction et qui vend des maisons. Et pas du tout. En étant gestionnaire locatif, on se rend compte qu'il y a des géomètres, qu'il y a des experts, qu'il y a des gestionnaires locatifs, qu'il y a également la transac, mais qu'il y a finalement tout un tas de métiers qui sont liés à ce domaine-là. Et je me suis dit que je voulais les découvrir. Et du coup, qu'il fallait que je reprenne et continue mes études pour découvrir davantage et surtout avoir des postes à responsabilité parce que assistant de gestion, ça plaît à beaucoup. Moi, personnellement, je voulais aller plus loin. C'est ce que je vous incite à faire en continuant vos études. Donc, cette expérience faite, j'ai repris un BTS profession immobilière comme beaucoup d'entre vous et comme ici, à Aix-en-Provence. Et à Aix-en-Provence, j'ai débuté en tant qu'assistant de gestion de copropriété. Et en fait, très rapidement, la gestionnaire pour laquelle je travaillais est partie de la boîte, au bout de 3 mois exactement après mon arrivée. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà montré que j'étais vraiment intéressé par le sujet. Et mon directeur de cabinet est venu en me proposant de reprendre le poste de gestionnaire de copropriété directement. Le portefeuille était plutôt petit, c'était 25 immeubles, tous situés dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, des petits immeubles dans des rues plutôt sympathiques, bien ensoleillées, comme on aime. Et du coup, ça a été une expérience très très enrichissante. Comme le disait Paul, pas du tout repos, parce qu'arriver à combiner les cours plus la pression qu'on peut avoir en tant que gestionnaire copropriété avec des demandes qui sont systématiques, journalières, c'était pas facile, mais quelque part, ça forge. C'est une véritable expérience et on en ressort forcément grandi. Du moins, c'est ce que moi j'ai vécu. Après cette expérience en copropriété à Aix, du coup, j'ai toujours voulu continuer les études et Paris m'a attiré parce que Paris,
En fait, il a comment pris dire, tout mon soleil. c'est un peu là que se font le plus de choses, quand même, finalement. C'est un peu là qu'est concentrée l'activité. C'est un peu pareil à l'échelle internationale, hein, si vous regardez les chiffres, que vous soyez en Espagne, en Amérique du Sud ou en Asie, les capitales sont généralement là où il y a les sources les plus riches en termes d'activité. Dans ma tête, il me disait, Du coup, je monte à Paris, faire un bachelor en gestionnaire d'actifs et de patrimoine immobilier, et j'ai signé un contrat en alternance chez le groupe Savills. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Savills, mais Savills, c'est un des gros brokers à l'échelle internationale. C'est à peu près 30 000 salariés à l'échelle internationale. Ils sont sur les 5 continents du monde et ils sont cotés à la Bourse de Londres, parce que c'est une boîte d'origine anglaise. C'est quoi un broker, Jean-Baptiste, peut-être? Un Rapidement. broker, initialement, les brokers, quand cette activité a commencé, ils faisaient uniquement de la transaction, mais pour des immeubles tertiaires. Donc, comme le disait Paul tout à l'heure, c'est des bureaux, des commerces, des actifs logistiques, mais très peu de résidentiel. À l'époque, même quasiment pas de résidentiel. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les brokers, qui sont des boîtes comme CBRE, Cushman & Wakefield, JLL, BNP, Savills et d'autres encore, ils ont développé des gammes de métiers qui leur permettent de répondre à beaucoup de demandes qu'on a aujourd'hui. Typiquement, Paul vous parlait tout à l'heure d'un property management chez Savills, le groupe dans lequel j'étais, j'appartenais au property management en tant que gestionnaire de copropriété. Donc ils ont vraiment des métiers divers et variés qui permettent de répondre à tous les besoins des utilisateurs, des investisseurs et des exploitants d'immeubles à immobilier tertiaire. Du coup, j'arrive en 2019 à Paris et je découvre l'immobilier tertiaire. Parce qu'avant, j'avais fait que de l'immobilier résidentiel et l'immobilier tertiaire. Je vous incite à vous y intéresser parce que c'est encore là qu'est concentré les volumes d'investissement et autres dans l'immobilier. Et moi, j'ai découvert plein de choses. Les relations ne sont pas les mêmes. Paul l'a brièvement évoqué tout à l'heure, mais quand on fait de l'immobilier d'entreprise, les relations sont uniquement en B2B. Ce que personnellement j'avais fait au préalable, c'est des relations en B2C, comme on dit. Concrètement, B2C, ça veut dire Business to Customers, donc c'est directement de la société à un particulier. Et le B2B, c'est Business to Business. Donc concrètement, c'est une entreprise qui conseille une autre entreprise. Du coup, vous imaginez bien que les discussions, les sujets, les volumes ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est un avis très personnel, mais moi en tout cas, j'ai trouvé plus d'affinité avec ce milieu-là qu'avec l'immobilier en B2C. Donc en tant que gestionnaire copro junior à Paris, on avait approximativement, ça vous semblait peu, on avait une quinzaine de copropriétés en gestion. Donc ça paraît peu en termes de nombre, mais je vous assure qu'on a été bien occupé en termes de temps, hein. Au moins autant quand j'étais gestionnaire copropriété dans le résidentiel. Et en plus de ces immeubles de bureaux qu'on gérait, on avait aussi tout un petit portefeuille d'à peu près une dizaine de ce qu'on appelle des RIE. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais les RIE, ce sont des restaurants interentreprises. Concrètement, ça fonctionne comme une copropriété, sauf que ce sont des associations et des groupements. Donc les lois diffèrent un petit peu, mais c'est le même fond. C'est d'ailleurs pour ça que c'est dans le même service qu'on gère ces deux typologies d'actifs différents. Donc, je suis resté chez Savills en tant que gestionnaire copro pendant 3 ans. Les gars, ils ont un parcours, ils ont J'ai fait 24 ma licence, mon master 1, mon master 2. Et à l'issue de cette expérience, et vu qu'on avait pas mal discuté de finances immobilières lors de notre master 2 avec Paul, j'ai décidé de m'y intéresser un peu plus en profondeur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai refait une année de spécialisation, donc un deuxième master en 1 an, en ingénierie de la finance immobilière. Et cette fois-ci, j'ai quitté le monde de la gestion immobilière pour rejoindre le monde de l'investissement immobilier. Et en l'occurrence, j'ai été analyste investissement. Alors, qu'est-ce que c'est un analyste investissement? Qu'est-ce que c'est? Concrètement, nous, on avait des missions de conseil. C'est-à-dire qu'on a le promoteur Nexity, par exemple, qui vient nous voir et qui nous dit, voilà, on a tel projet sur tel espace, et on vient vous voir pour savoir quels sont à peu près les prix de sortie que vous pensez corrects. Quel est le nombre de lots que vous nous conseillez de faire? Est-ce qu'on fait plus de T2? Est-ce qu'on fait plus de T1? Quelles sont les surfaces moyennes sur ce secteur géographique? Est-ce que c'est bien desservi? Donc concrètement, on crée des documents commerciaux, des documents d'analyse sur PowerPoint, sur Excel, on fait tout un tas de calculs pour vraiment évaluer le marché et orienter le mieux possible le client. Ensuite, en tant qu'analyste, je
reprends l'exemple du promoteur, ont commercialisé très régulièrement des projets, comme on dit, en bloc pour ces promoteurs-là. En bloc, ça signifie que, contrairement à ce que vous avez peut-être en tête, on ne va pas vendre appartement par appartement, mais un immeuble entier, d'un coup à un seul investisseur, qui sont généralement des investisseurs, comme on dit, institutionnels. Les investisseurs institutionnels, c'est les banques, c'est les mutuelles, les groupes d'assurance, les fonds souverains, et tout ce qui s'ensuit. Concrètement, des personnes qui ont beaucoup de liquidités, et qui plutôt que de laisser dormir ces liquidités, vous pouvez le traduire par bénéfice concrètement, ou argent gagné par la boîte. Mais ces liquidités, plutôt que de les laisser dormir sur un compte, eh bien, ces acteurs-là les investissent dans plein d'actifs, qu'ils soient financiers ou immobiliers, pour justement continuer à créer de la valeur avec les sous qui sont déjà dégagés par leur activité de dépôt. Et nous, du coup, on conseillait tous ces acteurs-là, peu importe leur sujet. On avait aussi une dimension de conseil. Par exemple, dernièrement, on avait un groupe qui s'appelle DEA Capital, qui est d'origine italienne, qui fait de l'asset management et qui gère 12,7 milliards d'actifs sous gestion. Donc vous vous rendez compte, c'est quand même un bel acteur qui était venu nous voir tout simplement pour une étude de marché. Une étude de marché très poussée. Pour vous donner un ordre d'idée, on a fait une étude de marché qui faisait 50 slides pour 2 villes. Et là, on donne tous les détails. Donc vraiment, l'analyste, il a une mission qui est diverse et variée. Et on va tenter d'être le plus proche du marché possible pour que l'investisseur ou, dans tous les cas, la personne qui cherche à réaliser une opération puisse avoir toutes les cartes en main pour faire la meilleure opération possible. Voilà. C'est très intéressant tout ce que tu as fait, Jean-Baptiste. J'ai deux questions. La première, est-ce que je sais que ça peut arriver aussi à certains étudiants, est-ce que tu as vécu, toi, peut-être une mauvaise expérience en tant qu'alternant avec peut-être un tuteur ou une expérience qui s'est mal passée? Et ma deuxième question, c'est tu n'as pas hésité, toi, à refaire un master, parce que je crois de mémoire, le poste d'analyste chez Saville, c'était seulement disponible en alternance. Oui. Et entre guillemets, tu voulais tellement rentrer dans ce secteur-là que tu n'as pas hésité à refaire un master pour pouvoir vraiment mettre les deux pieds dans ce secteur-là. Exactement. Alors pour répondre à ta première question, malheureusement si, je pense que dans le cadre professionnel, quasiment tout le monde passe par quelques déboires tout au long de sa carrière. Moi, en l'occurrence, c'était en tant qu'assistant de gestion locative chez Foncia, où ça s'est pas très bien passé, dans le sens où, au départ, mon patron, quand il m'a recruté, on était en plein déménagement. Si vous voulez, à Bordeaux, il y avait 6 ou 7 foncières éclatées un peu partout dans Bordeaux ou dans les proches périphéries. Et ils ont décidé de réunir toutes les équipes en un seul et même siège à Bordeaux. Ce qui s'est passé à ce moment-là, comme vous l'imaginez bien, une boîte qui déménage, c'est beaucoup d'investissement de temps parce qu'il faut faire des cartons, il faut bien classer les dossiers, il faut les scanner, les imprimer. Bref, il y a un énorme tri à faire. Et moi, j'ai tout de suite été attaché à cette mission-là, joyeusement. Et j'ai joué le jeu pendant 2 mois. Et à l'issue de ces 2 mois, et concrètement, moi, j'ai pas appris beaucoup d'un point de vue immobilier. C'était vraiment de l'administratif pur et dur. Eh bien, mon patron est gentiment venu me voir en me disant Jean-Baptiste, on n'a plus besoin de vous, vous ne faites pas l'affaire, merci, au revoir. Je suis un peu tombé des nues. J'en ai discuté avec mes proches et d'autres personnes qui m'ont dit non, pas du tout, ça ne va pas se passer comme ça. Du coup, je suis retourné voir mon patron. Je lui ai gentiment dit que ça ne se passerait pas comme ça, que je n'avais rien fait qui pouvait donner une telle conséquence. Et il a fini par accepter. Bon, il ne m'a plus jamais reparlé, je ne vous le cache pas, sur ces 2 ans. Mais finalement, j'ai eu gain de cause puisque je suis resté. Toute l'équipe était très satisfaite de mon travail. Et ça m'a permis surtout de rester et puis d'apprendre plein de choses. Mais ça a quand même été très délicat parce que j'étais pas très âgé à ce moment-là. Se retrouver face à un patron qui a une belle expérience, qui est directeur d'une boîte où il y a 30-40 salariés, etc. C'était pas facile de tenir tête. Mais finalement, j'ai réussi à m'ouvrir, à bien me faire conseiller, à en discuter. Ça, c'est très important, à en discuter. Je vous ai cité mes proches, mais aussi à mes collègues de l'époque. Mon premier réflexe, donc mon patron m'a dit ça a été d'aller voir mes collègues proches pour lesquels je travaille, en l'occurrence ma gestionnaire, et de lui dire mais est-ce que toi vraiment tu as le même ressenti? Et tout de suite elle m'a dit que pas du tout, ça m'a rassuré, c'est pour ça que j'ai creusé et que ça m'a conforté dans l'idée que je pouvais aller me présenter face à mon patron en lui disant je suis pas d'accord et du coup je vais rester et voilà. Donc
Petit conseil que j'aurais à Non, j'ai le donner si pot jamais avec les vous avez ce bachelors. genre de situation qui Bien, arrive, direct. ne pas se braquer, ça sert à rien. Ouais, Prendre un peu de ouais. recul, en Ce soir, discuter je avec des pense, personnes après, qui vous voient travailler, en discuter avec des personnes qui sont extérieures pour avoir des avis différents. Et en fonction de ce que vous récoltez comme information et de votre volonté, évidemment, parce que c'est vous qui restez quand même décisionnaire de ce genre de choix, mais vous adaptez votre stratégie et vous revenez en disant oui, d'accord, je veux partir parce que j'y crois pas. Ou alors, comme je l'ai fait moi, en disant non, 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 je suis très bien ici, j'apprends, tout le monde est content de moi, donc je vois pas pourquoi je partirais. Voilà. Pour répondre à ta deuxième question, Paul, effectivement, j'ai refait 1 an de master pour me spécialiser dans l'investissement. Et pourquoi? Parce que j'avais quand même un parcours qui était 100% gestion. J'avais fait que de la gestion, que de l'administration de biens. Et c'est vrai que les profils qui sont C'est recrutés surtout un les peu trucs plus un peu, non? facilement en sortie de diplôme, La voix. c'est des personnes qui ont déjà touché à ce genre de milieu. En l'occurrence, moi, j'avais cherché à l'issue du premier master en immobilier international et j'avais eu quelques difficultés à trouver. Et en l'occurrence, Savills, qui est une boîte que j'apprécie énormément, m'avait proposé cette passerelle, ce virage, mais en alternance. Du coup, j'ai accepté et aucun regret, puisqu'aujourd'hui, je sais que ça m'ouvre un grand nombre de portes, pas uniquement pour l'investissement d'ailleurs, hein, pour l'asset management par exemple, où il y a des analystes immobiliers également, et bonne opération selon moi. Voilà, parce que dans tous les cas, dans votre master, vous apprenez, vous développez votre réseau, vous voyez des sujets que vous n'avez jamais vus peut-être au préalable, vous rencontrez des professeurs exceptionnels. Là, du côté de Savills, vous rencontrez aussi de nouveaux collaborateurs, vous apprenez tout un tas de choses, et finalement, vous étoffez juste votre panel de compétences. Merci Jean-Baptiste, hein, c'est très intéressant. Donc pour résumer un petit peu, hein, Et surtout. l'objectif de vous confronter nos parcours, c'est on vous montre bien qu'il n'y a pas de bon ou mauvais parcours. Vous voyez, Jean-Baptiste a fait plus d'expérience que moi. Il s'est peut-être un petit peu perdu au début, après il a finalement retrouvé son chemin. Moi, c'est très linéaire, tout de suite après le bac, enchaîné. On a fait également des sociétés totalement différentes. Jean-Baptiste a fait, lui, que des très très gros groupes. Moi, je n'ai fait que des cabinets indépendants. Et du coup, voilà, on veut vous montrer qu'il n'y a pas de bon ou mauvais parcours. Chacun a son parcours, chacun a ses expériences. Et finalement, aujourd'hui, hein, on a la même valeur sur le marché du travail. On peut postuler au même poste, au même, alors je sais que ça va vous intéresser, au même salaire. Hein, c'est aussi un peu le nerf de la guerre. Pour vous donner une fourchette, encore une fois, c'est un ordre de grandeur, ça dépend de la région, ça Vraiment dépend la de plein même. de choses. Moi, je vais parler pour l'asset. Quand on sort d'un Master 2 et qu'on devient asset manager, en moyenne, en général, on est sur une rémunération, je parle en fixe, il y a aussi une grosse part de variable qui rentre en compte, qui est plutôt entre 42 et 45 K annuels. Donc, il y a encore une fois un ordre de grandeur. Côté Jean-Baptiste, au niveau d'un Ah analyste, combien ouais, en sortie d'études un analyste peut peut-être prétendre? Un analyste, encore une fois, comme tu le disais très bien, ça dépend des régions, ça dépend de la taille de la boîte, de la structure aussi. Mais généralement, pour donner une fourchette, c'est entre 38 et 42. Enfin, ça dépend des profils aussi. 38 et 42 K annuels brut, encore une fois, on précise. Mais voilà. Ok, très clair. Je vous propose qu'on enchaîne. On va passer sur un sujet qui m'est destiné, donc qui est le financement immobilier, hein, qui est, on va dire, un peu ma spécialité, ce que j'ai vu pendant 2 ans, ce que j'enchaîne aussi à la tertiaire. On va voir ensemble très rapidement, parce que le temps passe vite. Il est déjà 13h08. On va voir dans un premier temps un chiffre clé du financement immobilier. Je vais vous le donner tout de suite. Aujourd'hui, 31% des Français ont un prêt immobilier. Je dis bien immobilier. Généralement, quand je présente 31, ce c'est pas beaucoup. chiffre-là, les gens me disent oui, c'est pas énorme, ça me paraît pas beaucoup, c'est assez peu. Bah, Je vais vous le traduire différemment, ça fait un Français sur trois. Là, tout de suite, c'est déjà un petit peu plus parlant. Donc, on est donc un Français sur trois à avoir un prêt bah maintenant immobilier. Je tout le dis monde bien est proprio. immobilier, c'est important. Et peut-être Jean-Baptiste, tu peux nous le dire en la France, alors je prends l'exemple de l'Europe hein, toujours, comment on est au niveau mondial? Est-ce qu'on prête? Est-ce qu'on J'ai prête des... pas beaucoup? Comment on est au niveau du marché? Bah, au niveau européen, c'est simple, hein, on est les numéro un. C'est-à-dire qu'on est, d'un point de vue particulier, les premiers consommateurs de crédit immobilier en Europe. Tout simplement. Ce qui explique cela, c'est Et même déjà l'attrait du patrimoine par les Français. Le Français est très attaché à la pierre.
C'est quelque chose qui lui plaît énormément. Et on va le voir ensuite, hein, il y a différents ratios qu'on va voir ensemble très rapidement que vous devez connaître. Quand on veut faire un prêt immobilier, il y a, allez, on va dire trois grands ratios. Je vais m'arrêter à trois pour qu'on aille assez vite, qui sont très importants pour le banquier à respecter. Le premier, c'est ce qu'on appelle le taux d'endettement. Je pense que la plupart de vos profs de financement vont m'expliquer, car je sais qu'ils sont très compétents. Le taux d'endettement, aujourd'hui, il est de 35%. C'est-à-dire que votre crédit, votre mensualité ne doit pas dépasser 35% de vos revenus. Pour la petite histoire, avant c'était 33%, aujourd'hui c'est 25%. Finalement, aucune différence. Pourquoi? Parce qu'avant on était à 33% hors assurance et aujourd'hui on a un 35% assurance comprise. Donc finalement, ça revient un peu au même. Donc ça, c'est le premier gros critère qui est très important. Je vais vous le détailler un petit peu rapidement aussi. Pourquoi pour moi et pour les experts du financement, c'est un critère qui est un peu suranné. Suranné, c'est dépassé, obsolète. Pourquoi? Je vais prendre un exemple très concret. Imaginons quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois. Cette personne va faire un crédit pour acheter un bien immobilier et cette personne aura une mensualité de 5 000 euros par mois. Donc, mathématiquement parlant, cette personne sera endettée à 50%. Donc, on voit bien, et du coup, si on respecte les critères des banques, la personne ne peut pas emprunter parce qu'elle dépasse ces 35%-là. Donc, on voit bien que ce critère-là, il n'a plus forcément raison d'être, il doit plutôt être traduit, plutôt être complété par ce qu'on appelle le reste à vivre, qui est un autre critère très important. Donc, c'est une fois que vous avez payé votre mensualité, combien il vous reste dans le mois pour vivre. Encore une fois, je vais vous donner une moyenne nationale. Les banquiers aiment bien qu'il reste par personne 1 000 euros pour vivre dans le mois. Encore une fois, ça dépend d'où on vit. À Paris, 1 000 euros pour vivre dans le mois, ça peut être un peu complexe. Peut-être que si on vit au fin fond de la Picardie, 1 000 euros, c'est déjà un peu plus jouable. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est une moyenne nationale. Je vais vous donner ensuite donc, le troisième critère. Donc, on a vu le taux d'endettement, le reste à vivre, et le troisième critère qui est super important, c'est ce qu'on appelle l'apport personnel. Aujourd'hui, quand on achète dans l'ancien, les banques demandent qu'on apporte 10% du prix du bien en cash. Pourquoi ces 10%-là? Premièrement, ils viennent couvrir les frais de notaire, qui sont de 8% dans l'ancien. Ça, je ne vous l'apprends pas. Ils viennent aussi couvrir les frais bancaires, donc les frais de dossier, qui sont encore une fois en moyenne de 1 000 euros. Et il y a aussi ce qu'on appelle les frais de courtage, qui sont encore une fois en moyenne de 1 500 euros. Donc tous ces frais-là additionnés, ça fait 10% du prix du bien. Et pourquoi la banque vous demande de l'apporter en cash, donc de le financer directement? C'est que ce sont 10% qui sont extérieurs au bien. Je m'explique, vous avez un bien qui vaut 100. Donc la valeur vénale de votre bien, c'est de 100. Et ensuite, donc, ces frais-là, ce sont des frais divers, les frais de notaire, les frais de dossier, les frais de courtage, c'est des frais en plus qui viennent s'additionner. Et le banquier, il veut que ces frais-là soient avancés, soient payés cash par le client, par l'acheteur, car ce sont des biens, comme je le disais, ce sont des frais externes au bien. Imaginons demain, vous ne payez plus votre crédit immobilier pour X ou Y raison. Grosso modo, le banquier va venir saisir votre bien, il va venir le vendre. Mais lui, le banquier, il va vendre votre bien à la valeur vénale, donc au prix du bien. Donc on va dire de 100. Donc les 10 que vous avez payés cash, si le banquier vous les avance, s'il vous les prête sur le crédit, s'il vous les finance, il ne pourra pas les retrouver une fois qu'il aura saisi votre bien et qu'il l'aura vendu. Très important à comprendre, le prêt immobilier, il est vraiment sur la valeur vénale du bien. Donc tous les frais divers sont vraiment demandés à être apportés en cash, à produire directement dans le projet. Donc voilà, trois grands ratios extrêmement importants à comprendre. Et une fois que ces ratios-là sont respectés, sont validés, le courtier, qui aujourd'hui a un vrai rôle de conseil, un vrai rôle d'accompagnement, encore plus en ce moment avec les taux de crédit qui ne font que de monter, etc., ça ne s'arrête pas, c'est très complexe. Le courtier, lui, a une vraie analyse, a une vraie plus-value qu'il apporte aux clients. Le courtier, lui, il a vraiment un rôle d'intermédiaire entre la banque et le particulier. Vraiment, il a une mission de défendre votre projet et en espérer qu'il aboutisse. Donc voilà un petit focus sur le financement. Je me pose la question, Paul. Tu nous as évoqué plein de ratios, mais qui est-ce qui décide que c'est 35% par exemple pour ton endettement? Qui est-ce qui décide que le reste à vivre c'est tant? Qui vraiment chapeaute tout ça?
C'est une très bonne question, Jean-Baptiste. Alors, c'est le HCSF, le Haut Comité de la Stabilité Financière. C'est un organisme public, donc qui est dirigé par notre cher ministre de l'économie Bruno Le Maire. Donc, c'est lui qui le dirige et c'est lui qui, attention, les mots ont leur importance, il fait des recommandations aux banques. Ce n'est pas des obligations. Ces critères-là ne sont pas obligatoires, mais ils sont fortement recommandés. C'est comme si. Donc, tous les 6 mois, il se réunit avec tous les gros patrons des banques, avec aussi la Banque centrale européenne, et c'est eux qui vont décider, qui vont donner une feuille de route à suivre par les banques. Donc, c'est Bruno Le Maire et le HCSF qui vont dicter les règles du financement. Ok. Et du coup, si je comprends bien, par rapport à la conjoncture actuelle, on entend parler de taux, de variations, etc., etc. Est-ce que tu penses que le financement immobilier, c'est un métier en plein changement? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir du recrutement dans ce domaine-là? Est-ce que tu conseillerais de s'y intéresser? Comment tu vois la chose C'est par rapport à la c'est conjoncture? une bonne question. Aujourd'hui, le financement, vous le savez, c'est le nerf de la guerre dans l'immobilier. C'est vraiment l'élément phare. C'est un secteur dans lequel il y a de l'avenir parce qu'on a la chance, ou la malchance en France, d'avoir beaucoup de lois. Donc, il y a beaucoup de choses à connaître. Et c'est très compliqué quand on est, entre guillemets, contribuable de tout connaître, de tout savoir. Donc, le courtier a une vraie plus-value sur ça et le courtier aussi, il connaît le marché, il connaît les banques. Il saura sur quelle banque vous orienter, il saura vous conseiller en termes d'apport, en termes de durée, en termes de taux, vraiment sur le projet global. Donc aujourd'hui, pour moi, le financement a encore de l'avenir. Il va se complexifier, hein. Aujourd'hui, la fête est un peu finie, hein, où les banques prêtaient à tout le monde, un peu à tir larigot. Finalement, on va arriver un peu à ce qui s'est passé en Grèce avec les subprimes aux USA. Donc ça, les banques ont mis le haut là, mais il reste quand même encore un beau marché avec beaucoup de choses qui vont se faire dans l'avenir et qui vont se débloquer. Donc c'est encore un secteur extrêmement intéressant dans l'avenir. Ok, ok, super. Donc voilà pour le financement. Jean-Baptiste va vous faire une aparté lui, sur la copropriété. Ouais, Merci, À moins que vous merci ayez une Paul. grande J'avais idée. juste une question, moi. Les Bien sûr. 31%, pardon, j'ai coupé la caméra parce que mon Wi-Fi a du mal. Les 31% correspondent à des prix immobiliers, peu importe, maison secondaire, maison principale, prix immobilier pour les commerces, pour des choses comme ça, c'est tout confondu? Alors, tu parles du taux d'endettement de Ouais. 35%, Pascaline, c'est Non, ça? non, quand tu disais non. qu'on était à 31% de prêts immobiliers pour les Ah personnes, oui. tu vois, c'est tout Alors là, confondu? c'est résidentiel, Ok, seulement résidentiel. d'accord, ok, ça roule. Merci Pascaline, pour la question. Là, je précise, hein, c'est vraiment pour la partie résidentielle, donc appartement, donc résidence principale, locatif, maison secondaire, vraiment tout ce qui est résidentiel. Ok, ça marche, merci. Ok. Pardon, Jean-Baptiste, vas-y. Non, non, je t'en prie. On enchaîne sur la copro, du coup. La copropriété, un sujet qui généralement passionne tout le monde, hein. Évidemment, surtout quand on commence en BTS et qu'on voit que c'est bien compliqué, bien juridique. Je rappelle très brièvement le fonctionnement. L'objectif, c'est pas du tout que je vous fasse un cours de copropriété. Vous avez des profs à subtertiaire que je connais pour certains qui sont très bien. Je leur laisse cette tâche-là, ils le font parfaitement. Soyez attentifs dans leurs cours parce que ce que je vais suivre, vous allez voir, c'est très intéressant. Pour qu'on passe de la même base, la copropriété, quand même, qu'est-ce que c'est? C'est la gestion administrative, comptable et technique des parties communes d'un ensemble Je ou peux d'un te immeuble. demander un service, vas-y. Les parties communes, De c'est tout ce qui demander est en dehors des parties privatives. Les Chloé parties privatives qui sont les appartements dans lesquels vous il vivez. me faut les Parties sujets communes, pour, tu sais, escalier, leurs photos, ascenseur, leurs petits espace albums de vert, photos. voirie, portail et tout ce qui Ouais, les s'ensuit, sujets qui est au du jeu. bénéfice de l'utilisation de Chloé, tous je sais les pas si c'est dans son occupants bureau de en bas. l'ensemble immobilier ou de l'immeuble. Alors, comme je disais, concrètement, le gestionnaire copropriété, il a la tâche de représenter le syndicat des copropriétés qui réunit du coup le syndic, le conseil syndical et l'ensemble des copropriétaires. Et son objectif, du coup, au gestionnaire de copropriété, c'est que l'immeuble qu'il gère, l'ensemble immobilier qu'il gère, il soit aux normes d'un point de vue technique et qu'à côté de ça, il respecte tout le cadre juridique qui lui est imposé d'un point de vue administratif et comptable. Pourquoi? Une copropriété partait du principe que c'est comme une petite entreprise où à l'intérieur, on va avoir du coup un patron, on va dire ça comme ça, qui est un peu le syndic, qui lui va passer des contrats avec diverses sociétés pour justement entretenir le portail dont je vous parlais, entretenir les espaces verts, veiller que les alarmes de sécurité incendie soient bien aux normes et bien capables d'être utilisées, un bon fonctionnement concrètement, excusez-moi. Et
son objectif, du coup, ça va être que toutes ces parties-là s'y retrouvent convenablement dans l'utilisation d'un ensemble immobilier. Les avantages et les inconvénients, pour moi, du gestionnaire copro. Premier avantage, il est indéniable, c'est que vous touchez à tout. Et c'est pour ça que je vous conseille, surtout étant donné la conjoncture actuelle, où la transaction, ça va être un peu compliqué pendant un certain temps, allez toucher à la copro, allez vous intéresser à la copro, parce que c'est là que vous allez voir le plus de choses. Le plus de choses, pourquoi? Parce que, par exemple, pour revenir à la transaction, généralement, si vous êtes un bon gestionnaire de copropriété, une personne qui vend dans l'immeuble, elle vient vous voir à vous, parce que vous êtes son principal interlocuteur. Du coup, vous touchez finalement un peu la transaction. Vous pouvez aussi être rapporteur d'affaires. Du coup, si un client vient vous voir en vous disant je veux vendre mon appartement, je vous laisse faire entre guillemets, bah vous vous rapportez l'affaire à votre cabinet et vous négociez ensuite en interne pour voir comment c'est possible de faire. Donc vous êtes vraiment le pilier au sein d'un immeuble. Vous voyez de tout. Quand je dis que vous voyez de tout, déjà vous voyez beaucoup de monde, hein, parce que souvent à l'intérieur d'un immeuble, ils ne sont pas trois. Hein, donc vous rencontrez peut-être des personnes qui y vivent, qui soient avocats, banquiers, notaires ou autres, ou même plombiers. Enfin bref, il n'y a pas de métier mieux que les autres, mais vous rencontrez énormément de monde. Ça aide également à tisser votre réseau. Et en plus de ça, j'insiste sur le côté pluridisciplinaire de la tâche, parce que quand je vous disais tout à l'heure brièvement que vous voyez de l'administratif, du comptable et de la technique, si on rentre un peu dans le détail, vous voyez de la technique immobilière, donc vous savez comment fonctionne un immeuble en exploitation. Vous avez en tête les normes qui sont imposées par le cadre juridique. D'un point de vue comptabilité, super expérience, parce que aujourd'hui, peu importe ce que vous fassiez demain, vous devez avoir quelques normes de comptabilité. C'est obligatoire. Si vous voulez vraiment avancer correctement, il faut connaître à minima la comptabilité. Là, en tant que gestionnaire copro, tous les jours, vous envoyez des ordres de service, vous passez des contrats. Et tout ça, ça vous forge finalement à aborder tout un tas d'autres sujets que vous verrez par la suite. Euh, Petit inconvénient, on va pas le nier de gestionnaire copropriété, vous êtes énormément sollicité par vos clients, par vos prestataires. C'est quotidien. C'est un métier qui demande de la passion parce que vous allez faire beaucoup d'heures. Vous faites les assemblées générales, c'est en train de changer. Mais en tout cas, dans le résidentiel, vous faites généralement les assemblées générales le soir. Quand je dis le soir, ça commence à 18h, 18h30, peut-être un peu avant maintenant. Mais ce n'est pas exceptionnel que vous finissiez des assemblées générales à 8h, 9h, 10h, voire plus en fonction de la taille des copropriétés. En plus de ça, les assemblées générales, il y en a qui peuvent très bien se passer. Ça, je le mets du côté des avantages. Hein. Ça m'est déjà arrivé personnellement à la fin d'une assemblée qui se passe très bien, que quelqu'un ramène une bouteille de vin et que finalement on discute dans un cadre un peu apéritif des sujets. Donc c'est très sympathique. À l'inverse, si vous avez des immeubles où il y a une tension, les assemblées générales peuvent être compliquées. Et là, c'est à vous de prendre tout le recul nécessaire pour que tout le monde s'y retrouve et que vous fassiez avancer la chose. Parce que c'est ça aussi le problème. À force de mêler des avis qui ne sont pas similaires, des fois on n'avance pas. Et vous, votre objectif, c'est justement de faire avancer tout le monde dans le même sens, dans un sens qui serait positif pour tous, mais certains, des fois, ne s'y retrouvent pas. Donc là, il faut vraiment savoir jongler avec les humeurs, les attentes de certains, et ça, c'est pas forcément facile. Ceci dit, je l'évoque comme un inconvénient parce que c'est parfois délicat comme situation, mais c'est également un super entraînement d'un point de vue management. Pour sortir de 2 ou 3 ans de copro, je peux vous assurer que vous en aurez vu des vertes et des pas mûres, et par rapport à ça, vous saurez gérer des situations plus ou moins complexes d'un point de vue humain par la suite. Je sais que ça vous intéresse beaucoup. On parlait des salaires tout à Oui, l'heure. c'est ce que j'allais dire, Jean-Baptiste. C'est peut-être un exemple, peut-être voilà, en termes de rémunération que peut toucher un Ouais, gestionnaire copro. Encore une fois, une moyenne, à différence évidemment avec le marché parisien qui est peut-être un petit peu plus élevé que le reste. Est-ce que tu as des ordres de grandeur, des chiffres sur ça à nous donner? ouais. Ah bah, partez du principe que généralement, un gestionnaire copro, à Paris du moins, quand il sort d'études, c'est entre 40 et 45. Encore une fois, 1000 euros annuels bruts, hors variable, hors prime. Ça peut monter et ça descend un tout petit peu quand on est dans les villes en dehors de Paris. Hein. Moi, je sais par exemple, étant bordelais, que j'ai des connaissances qui ont signé à 37, 38 000 euros par an en tant que gestionnaire copro. Et j'ai d'ailleurs un exemple parisien qui a fait à Subtertiaire la licence spécialisée copro. Lui, c'est un très bon ami. Il est sorti d'études, il a signé à 42 exactement sa première année. Et
Et au bout de 8 mois exactement, il est passé à 45. Et 8 mois après, il est passé à 55. Donc finalement, si on résume, en 2 ans, il est passé de 42 à 55 hors variable. Donc c'est quand même des métiers qui sont bien rémunérés. Gardez-le en tête. Autre chose que j'ai oublié de vous préciser, excusez-moi, dans les avantages, je ne sais pas s'il y en a certains ici qui souhaiteraient plus tard être directeur d'agence, mais sachez que les grands réseaux immobiliers, Foncia, Citia, Nexity et autres, tous les directeurs d'agence, sauf l'exception qui confirme la règle, sont passés par la copro. Tous, 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 tous. Quand j'étais arrivé à Aix-en-Provence chez Citia, nos voisins, c'était Foncia. Ils avaient changé de directeur. Ils avaient mis en place quelqu'un de jeune qui avait pas une grosse expérience, mais quand même. Et il n'avait jamais fait de copro, ce monsieur. Du coup, ce qu'ils ont fait Foncia pour le tester, c'est clairement ça, il faut mettre les mots sur des faits. Ils lui ont donné, en plus de ses missions de directeur d'agence, un petit portefeuille de copropriété pour le tester. Et si jamais ça ne se passait pas bien du point de vue copropriété, mais qu'il s'avérait que c'était un directeur d'agence correct, je vous assure qu'il ne l'aurait pas gardé. La copropriété, pour eux, c'est un peu une sûreté que vous allez être capable, d'un point de vue, comme je le disais, management et autres, de gérer tout cet ensemble-là. Voilà. Trop bien. Merci Jean-Baptiste. Je vois que Théodora, tu as levé la main, Oui. tu avais une question. Oui, j'avais juste une petite question. Jean-Baptiste, quand vous dites en sortant d'études, quel niveau, Oui. à quel niveau ça correspond le salaire pour nos jeunes qui aient une. Oui, une gestionnaire idée. profond. Vas-y. Oui, prétendre déjà, encore une fois, il y a des exceptions, Non, reste mais pas. la norme veut que ce soit bac plus 3 minimum, donc un bachelor. Voilà, pour prétendre également à ces salaires-là. L'exemple de mon ami que j'évoquais tout à l'heure, il a fait la licence à subtertiaire spécialisée copro, et c'est en sortant de cette licence-là qu'il a pu tout de suite embrayer sur le poste. Et Super, après, merci Jean-Baptiste. On embraye sur le slide suivant, ouais. où du coup on va vous donner quelques tips. Je vais commencer par vous parler du réseau. Aujourd'hui, le réseau, c'est extrêmement important. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Aujourd'hui, le réseau prend une place vraiment prépondérante dans l'immobilier et dans tous les sujets en général. Donc, entretenez votre réseau LinkedIn, c'est super important. Faites partie de clubs. Nous, je sais qu'on est dans des clubs de finance, dans des clubs d'immobilier, on rencontre des gens, on échange, qui peuvent aussi vous apporter du business. Vous pouvez leur en ajouter à eux. Et c'est également un monde extrêmement petit. Tout le monde se connaît. Tous les grands directeurs se connaissent, votre nom circule assez rapidement. Donc, c'est très important d'avoir un réseau développé. Exemple avec Jean-Baptiste, nous maintenant, on fait beaucoup de choses ensemble, notamment on a investi dans des SCPI. Peut-être qu'on aura la chance de vous faire une conférence sur ce domaine-là. On a investi aussi dans du vin, dans la bourse, on fait plein de choses ensemble. On a également, dès qu'on a un business qui nous arrive et qu'on sait qu'on a un ami qui est compétent sur le secteur, on lui envoie. Vraiment, il faut entretenir son réseau. C'est extrêmement important et même aussi pour des recommandations. Si par exemple, durant votre alternance, tout se passe bien, peut-être que vos patrons pourront vous recommander à d'autres personnes qui pourront peut-être vous faire grimper, faire la passerelle dans d'autres secteurs. Donc aujourd'hui, vraiment, le mot d'ordre, c'est entretenir votre réseau et notamment votre LinkedIn. Encore une fois, LinkedIn, ce n'est pas Instagram, ce n'est pas Snapchat. Donc vos photos de vacances, entre guillemets, c'est pas le plus important, même si des fois aussi, ça peut être sympa. Mais voilà, vraiment rester professionnel sur ces réseaux-là, c'est important. Et je laisse Jean-Baptiste avancer sur la conduite professionnelle, peut-être, si tu nous apporter des éléments. Je rajoute juste un petit point sur le réseau. LinkedIn, aujourd'hui, c'est votre passeport professionnel. Je ne connais pas un seul service RH qui ne passe pas par LinkedIn pour voir un peu les profils, si jamais ils y sont, bien sûr. Si vous n'y êtes pas, vous n'êtes pas trouvé, vous limitez vos chances parce que la vitesse d'accès à l'information, aujourd'hui, elle compte beaucoup. LinkedIn, tous les recruteurs, aujourd'hui, passent par LinkedIn parce que c'est très rapide. En 2 clics, ils mettent votre nom, votre prénom, comme on peut faire sur Insta, Facebook et autres. Et sauf que là, ils accèdent à vos informations professionnelles. Donc vraiment, votre LinkedIn, je sais que nous, quand on était intervenu à Paris l'an dernier, vraiment, on avait poussé toutes les classes qu'on a eues à le développer, mettre une petite photo, mettre une petite description, mettre tout ce que vous avez fait en entreprise. C'est très important. LinkedIn, c'est vraiment la base de tout. Ensuite, quand on vous parle de réseau, comme le disait très bien Paul et moi, aujourd'hui, on est un réseau l'un pour l'autre. Et on s'est rencontrés en classe. Donc, vos camarades de classe, c'est un réseau. Vos profs, c'est un réseau. L'administration de votre école, c'est un réseau. Vos collaborateurs dans vos entreprises en alternance, c'est un réseau. Et ainsi de suite. Et comme le disait très bien Paul, c'est un tout petit monde.
Donc n'oubliez jamais que si jamais, comment dire, vous jouez pas le jeu, ça peut vite se retourner contre vous. À l'inverse, si vous jouez le jeu à fond, ça peut être quelque chose qui sera bénéfique pour vous par la suite. Exemple, encore une fois, dans mon parcours, comme je vous le disais, j'ai fait beaucoup d'administration de biens. Sur le papier, j'étais quand même pas le meilleur, entre guillemets, pour accéder à des postes d'investissement. Ma directrice de service, qui est relativement connue dans le monde de l'immobilier, elle m'avait fait des lettres de recommandation. Et je sais que sans ces lettres de recommandation, j'aurais peut-être pas accédé si facilement au poste auquel j'étais. Donc encore une fois, ma directrice, c'était un réseau. Ce réseau-là m'a permis d'accéder à ça. Donc ayez bien en tête que le réseau, c'est pas uniquement LinkedIn ou quoi que ce soit, c'est toutes les personnes qui composent votre entourage finalement, et il faut s'en servir. Paul, je te laisse peut-être du coup embrayer sur la conduite pro. Ouais, tout à fait. On va embrayer sur un petit sujet rapidement. On l'a très bien dit dans le réseau. Au niveau de la conduite pro, je mettrai l'accent aussi sur vos tenues. C'est très important. L'habit ne fait pas le moine, mais il permet de rentrer au monastère. Aujourd'hui, voilà, on est quand même dans un monde où l'apparence compte. Encore une fois, à tort ou à raison, je sais pas. Je suis pas là pour donner une raison à ça. C'est vraiment un fait, hein. Nous, on le voit dans notre travail, hein. Aujourd'hui, quelqu'un qui arrive, voilà, peut-être en costume ou en chemise ou ce que vous voulez, bah, directement fait une meilleure impression que quelqu'un qui arrive peut-être en jogging. Alors, ça peut rien dire aussi, hein. Quelqu'un en jogging peut être plus compétent que quelqu'un en costume, mais aujourd'hui, l'apparence a quand même de l'importance. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, en entreprise et à l'école aussi, parce que vous êtes là aussi dans un cadre professionnel, donc aussi à l'école, de venir en tenue professionnelle, les jeans troués, etc. En entreprise, c'est un peu compliqué. Merci Paul, c'est notre combat de... c'est notre leitmotiv. Et, et, et peut-être Jean-Baptiste donner quelques conseils, peut-être comment réussir son année. Ouais, Toi qui as fait aussi un autre master en plus, ou même durant BTS, qu'est-ce que tu as utilisé toi au quotidien? bah, le premier mot pour moi, c'est curiosité. Soyez curieux de tout. Quand on vous confie une tâche au boulot, euh, restez pas cloisonné à uniquement faire cette tâche. Par exemple, si on vous demande de recalculer un loyer, si vous faites de la gestion locative, ouais, comment on fait pour recalculer un loyer? Quelles sont les lois qui l'encadrent? Comment ça se passe à Paris? Comment ça se passe ailleurs? Parce qu'il y a forcément des spécificités. Et ça pour tout, 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 tout. Plus vous serez curieux, plus vous aurez Oui, d'informations en excuse-moi, Philippe, tête, plus j'ai un vous aurez service à de te demander connaissances parce finalement, que je suis et encore plus en vous aurez visio, de faut que compétences j'intervienne. derrière. Est-ce que Donc tu pourrais vraiment, me faire curiosité pour signer moi, les c'est le mot bachelors, le d'ordre. Et règlement intérieur? curiosité, j'évoquais le point de vue pro, Tu mais peux? en cours aussi. Merci mille Quand fois. vous ne Je vais les comprenez pas un retrouver truc en après. cours, ou alors quand vous Oui, voyez un merci. sujet que vous aimeriez approfondir, n'attendez pas que votre prof vous donne toutes les Non, armes. mais je rêve. Aujourd'hui, vous avez C'est Google, 10 vous avez balles, hein. Internet, vous avez des sources de données quasiment infinies. N'hésitez pas à aller voir les lois, à aller les lire, à aller lire comment ça se passe en assemblée générale, à aller lire justement des PV d'AG, à aller lire des mandats de gestion, à aller lire des mandats de transaction, etc., etc. Nourrissez-vous de votre curiosité pour développer vos compétences. Ça, c'est vraiment pour moi le mot d'ordre. Et ensuite, comment réussir votre année? Je viens vous apprendre, hein, si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà quand même un certain bagage scolaire. Voilà. En dehors de la curiosité, il faut être assidu, rigoureux, régulier, hein. Ça, c'est aussi les mots d'ordre, hein. Je ne vais pas vous l'apprendre, vous le savez tous, mais comment réussir son année, voilà, hein. Soyez curieux, discipliné, rigoureux, et puis en principe, tout se passera bien. Exactement. On va peut-être pouvoir, vu qu'il est 33, je sais que les cours reprennent à 30. Peut-être s'il y a quelques petites questions, Pascaline, si tu as relevé des questions, peut-être rapidement. Ouais, rapidement, parce qu'effectivement, je vois, ils se déconnectent au fur et à mesure, parce qu'après, ils Ah vont ouais, oui, forcément se faire le temps disputer. passe, ouais, tout à fait. Voilà, parce qu'après, ils vont arriver en retard. Non, mais alors, c'était déjà, dans un premier temps, hyper enrichissant. Même moi qui ne fais pas des études d'immobilier, non, mais vraiment, en tant que particulier aussi, du coup, j'arrive aussi à comprendre l'envergure de certains métiers et voilà, tout ce que vous avez pu expliquer, ça permet de nous se rendre compte aussi. Donc, c'était vraiment très enrichissant. Non, je dirais, est-ce que vous avez à ce jour des conseils parce que la conjoncture actuelle est quand même particulière, qu'il y a parfois pas une perte de motivation, mais pour nos étudiants qui sont aussi en recherche d'alternance, qui sont parfois perdus dans quel domaine ils peuvent aller et peut-être est-ce que vous, si vous aviez été à ce moment-là, quels petits tips vous pourriez leur donner bah, soit pour pas lâcher, soit je rejoins Jean-Baptiste sur la curiosité qui des fois manque un petit peu, mais voilà, d'aller un petit peu en ce sens. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil? Et Émile, après, je te laisserai poser ta question.
Je t'en prie, Paul. Je vais répondre. Aujourd'hui, le mot d'ordre, je pense, c'est la diversification. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je prends un exemple très concret. En ce moment, la transaction, c'est très complexe dans Mm. l'immobilier. Donc, je sais pas, demain, vous avez une agence de transaction, peut-être développer la gestion locative qui va vous apporter ce qu'on appelle un matelas de sécurité. Vous aurez des revenus certains qui vont rentrer. Peut-être développer la copropriété également. Ça vous apportera un matelas de sécurité au cas où, comme on le voit aujourd'hui, la transaction se casse un peu la gueule, c'est compliqué. Voilà, bon, vous aurez d'autres sources de revenus. Donc, essayez de diversifier vos secteurs d'activité. Encore une fois, l'immobilier, c'est un secteur cyclique. Ça va revenir, ça va repartir, ça va revenir. Donc, si vraiment, moi, je pourrais vous donner un premier conseil, c'est vraiment de se diversifier. Peut-être, Jean-Baptiste, si tu peux rebondir dessus. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, oui, bah, je pense qu'il se diversifier, pour le dire autrement, restez pas cloisonné à certains métiers. Ouais, Effectivement, exactement. la conjoncture actuelle, elle fait que dans les métiers de la transaction, il y a forcément un recrutement qui est un peu freiné du fait d'un manque d'activité. Mais si vous voulez faire de la transaction un jour, comme je le disais tout à l'heure, faites peut-être un peu de gestion locative. Ça vous empêchera pas de faire la transac et vous apprendrez plein de choses. Faites de la copro. Si un jour vous voulez être directeur Mhm. d'agence, comme je le disais, la copro, pour moi, encore une fois, bon, j'en ai fait, donc forcément, Ouais. mais ça m'a ouvert plein de portes. Pour preuve, j'ai quand même un cursus qui est très gestion et aujourd'hui, je travaille dans quelque chose qui est très financier. Ça ferme aucune porte. C'est l'avantage premier que je donne à la copro. Ça ne ferme aucune porte, au contraire, ça en ouvre plein. Donc, si vous ne trouvez pas en transaction, allez voir du côté de la copro, allez voir du côté. En fait, c'est ça, il ne faut pas rester cloisonné. Il y a plein de métiers dans l'immobilier. N'hésitez pas Exactement. à aller toquer à toutes les portes pour voir. Et dans tous les cas, même si ce n'est pas ce que vous voulez faire plus tard, ça restera une expérience qui pourra enrichir vos connaissances, vos compétences pour la suite. Que ce soit chez les banques, chez qui vous voulez, il y a plein de pôles immobiliers. Donc, vraiment, soyez curieux et allez-y. Merci beaucoup. Émile, je t'en prie. Oui, j'avais une question par rapport à l'asset manager. Il y a plusieurs disciplines dans lesquelles on doit se développer, donc que ce soit la finance, la fiscalité, etc. Mais vu que c'est une discipline très transverse, et lesquelles sont vraiment mis en avant pour l'exercice concret de ce métier? Alors, c'est une très bonne question, merci Émile. Bon, on a un peu survolé les métiers, hein. C'est compliqué en une petite dizaine de minutes d'écrire toutes les missions d'un asset. Aujourd'hui, si vraiment je dois te conseiller un secteur où tu dois vraiment aller creuser, je te dirais Excel. Excel aujourd'hui, l'asset manager, il passe son temps sur Excel, donc il faut extrêmement être bien formé sur Excel. Il y a aussi du droit, il doit connaître aussi le droit, il doit connaître aussi le marché. Il doit vraiment. Après, si tu veux, l'asset, comme je te disais, il n'est pas tout seul. Vraiment, l'asset, lui, c'est celui qui chapeaute toutes les équipes, donc il y a plein de personnes qui le conseillent, qui sont spécialisées sur un secteur. Et l'asset, lui, a une gestion un peu plus transversale. Donc, au début, dans un premier temps, peut-être élargir son spectre niveau économique, niveau immobilier pour connaître vraiment tous les tenants et les aboutissants de l'immobilier en général. Il faut être bon partout, mais on ne peut pas être expert partout. Donc vraiment, essaye peut-être de t'ouvrir sur la partie économie, sur la partie construction, sur la partie Merci. droit, sur la partie finance, sur la partie Excel, sur la partie anglais aussi, qui est très important. Et c'est aussi un métier où il y a beaucoup de relationnel. Exemple, moi, quand j'étais chez La Poste, je ne traitais qu'avec, par exemple, les maires, etc., donc de villes, etc., de communes. Donc c'est vraiment tous ces secteurs-là qu'il faut peut-être essayer d'ouvrir. Jean-Baptiste, si tu veux peut-être compléter peut-être sur l'asset. Oui, bah moi je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Hein. Je mettrais vraiment l'accent sur la finance. C'est quand même un métier très financier, Mm. immobilier financier. Donc, premièrement, la finance, et quand on dit finance, c'est finance au sens large parce que tu peux autant avoir des notions de finance de marché que de finance d'entreprise, plus finance d'entreprise quand même, parlons franchement. Mais c'est vraiment un métier à dominante finance avec une spécialisation immobilière. Et donc du coup, pour compléter ma question, est-ce que c'est un métier qui recrute à l'étranger? Parce que j'ai pour objectif Oui. de travailler beaucoup à l'étranger et me faire une expérience à l'international. Est-ce que une expérience en Suisse, en Angleterre, aux États-Unis, dans ces pays-là, est-ce qu'ils recrutent en tant qu'asset manager? Alors, chaque pays a ses spécialités. Hein. Là, en l'occurrence, tu as évoqué la Suisse. En Suisse, c'est un peu particulier pour rentrer travailler, par exemple. Donc là-dessus, on ne pourra pas t'aiguiller très correctement. Mais par contre, par rapport à ton projet de travail en tant qu'asset manager international, tout à fait. Pour preuve, je me souviens bien des conférences, mais on était à un ami à nous qui a eu quelques situations, mais qui n'est pas de
internationale, c'est absolument dans les écoles. Ça, c'est vachement développé dans les années 90. C'est pas non plus complètement établi au sein de certaines structures, mais des états amateurs de plus en plus. Donc, on est aussi dans plus d'achetage international. Donc, ton projet est très bien. Merci. Il y avait une question de Lucas, puis après on va devoir arrêter parce que du coup Raymond se disputer. Mais en fait j'ai l'impression qu'on pourrait en parler des heures, donc c'est génial, c'est passionnant. Est-ce que d'ailleurs juste avant que Lucas prenne la parole, je peux communiquer vos coordonnées à tous ceux qui étaient présents s'ils ont des questions ou autres Oui, tout à fait, n'hésitez pas sur LinkedIn, Ok, trop bien. Merci. Lucas, je t'en prie. Oui, bonjour, je vous remercie pour la conférence. Vous avez des gens engagés dans l'entrepreneuriat dans le domaine, donc c'est savoir de côté. Là, c'est la scène de maintenant, j'ai déjà dans notre domaine. Est-ce que, en tant que gestionnaire particulier, c'est tout le entrepreneur ou est-ce que c'est des choses d'engager, des choses bien, mais c'est pas autre chose. Je commence à faire aujourd'hui, le cabinet d'entrepreneuriat le simple, ça s'appelle l'association de patrimoine. Aujourd'hui, avec le réseau avec l'école de associés, on a eu, entre guillemets, très bien ouvert des faire du conseil sur le patrimoine, c'est possible. En A7, c'est quasiment impossible. Parce qu'on a cette gère le patrimoine de nos sociétés et avant j'ai géré le patrimoine d'un particulier qui s'appelle la famille Office, qui existe déjà, mais c'est beaucoup compliqué. Donc en étant peut-être d'ouvrir un cabinet de patrimoine, peut-être ensuite, si tu arrives à avoir plusieurs clients, etc., partir sur le petit A7, ça veut dire complément de la DGB, pour avoir un cabinet d'A7, c'est quasiment impossible. Une heure. C'est ouvrir un cabinet d'A7, on est en tendance, c'est quasiment impossible. Tu as raison, la difficulté on arrive derrière la place A7, c'est que les A7 sont associés à un patrimoine de personnes qui confient. En gros, il y a des élèves qui ont quand même son propre patrimoine. Ça déjà, c'est les gens qui vont avoir autour du paradis, ça va derrière. Bref, ça nécessite quand même beaucoup de fonds. C'est pour bien dire, mais tu vois, c'est pas déjà de quoi. Si tu as le bureau, le bureau à Paris, il faut avoir les moyens de les acheter pour ensuite faire de la station derrière. Donc, encore de la station, je sais pas si ça rejoint cette question, nous, on envisage à faire marcher bien. Ça rejoint un petit peu la SACEP dans le sens où on achète des activités, on cherche à revaloriser, on les détient pas après. C'est la différence. La SACEP va les valoriser sur une période d'activité et va chercher à changer des revenus. Nous, on se penche plutôt sur des opérations plus simples, modeuses, et on va voir bien que la SACEP. Parce que la SACEP, c'est quand même soit que tu as la SACEP comme demande tiers, et ça c'est un réseau quand même très développé, parce que ça prend de temps, ça prend de temps, c'est institutionnel qui doit avoir. C'est Stéphane qui vous appelle? Soit tu fais la SACEP, en ton nom, mais ça veut dire quand même Je sais pas, je la connais pas. très important avant d'arriver à générer un patrimoine qui dégage des flux derrière le monde. Ouais, c'est vraiment une question. Ok. Merci. Et ben écoutez, je pense que c'est le moment de conclure. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup pour votre temps. J'ai enregistré, donc je vais pouvoir la communiquer à ceux qui étaient présents aussi. Je vous l'enverrai à vous, messieurs. Mais voilà, merci pour votre temps et votre expertise parce que c'est toujours enrichissant pour nos étudiants et puis pour nous aussi d'avoir un retour métier vraiment concret avec des professionnels au-delà de leurs intervenants et en plus les diplômes n'étaient pas si loin donc pour eux c'est parlant aussi donc voilà, merci mille fois pour cette belle conférence. Merci à vous. Puis merci aux élèves d'avoir accepté de se connecter entre midi et 2. Je sais que c'est pas facile. Ouais. Merci à tout le monde et Pascaline. Je pense que tous les étudiants peuvent remercier Pascaline d'avoir mis en place cette conférence nationale.
Donc, C'est qui nous a gentil. permis à tous, on espère, d'avoir cette plus-value et qu'on espère que vous ayez appris des choses. Donc voilà, n'hésitez pas si besoin via LinkedIn, on est assez réactif. Et n'hésitez pas aussi à demander à Pascaline qu'on fasse d'autres conférences, si vous le souhaitez, sur plein de Avec sujets, grand avec, plaisir. avec grand, avec grand plaisir également. Merci à Ça tous en tout marche. cas. Et très brièvement, j'en ai pour 1 minute, je précise juste 2 petites choses. La première, c'est qu'on a un questionnaire qu'on vous enverra, vous verrez, très rapide à remplir. Si vous l'acceptez, nous, ça nous aide à vous positionner par rapport à la prestation qui a été réalisée, savoir si on a été bon, pas bon, pourquoi, comment nous améliorer, etc. J'avoue qu'on y tient, donc si vous pouviez répondre en